Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc bienvenue pour cette nouvelle séance de l'Université populaire d'Histoire. Alors, pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Hulot, que vous pouvez applaudir et qui peut venir me rejoindre. Voilà. Alors, Sophie Hulot, elle va nous parler, comme vous l'avez vu derrière moi, des soldats romains face à la violence de guerre, qui est son sujet de thèse. Sophie Hulot, elle est agrégée d'histoire, elle est docteure en histoire, langue, littérature ancienne à l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc, elle est voisine, elle est même d'ici, puisqu'elle est de Pessac, ce qui n'arrive pas tous les jours, donc c'est bien de le souligner. Et puis, elle a également participé au Dictionnaire du corps dans l'Antiquité, qui a été publié aux presses universitaires de Rennes en 2019. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à vous la parole. Bonjour à tous. Je suis très contente de venir vous parler ici. Alors, je vais essayer donc de vous parler un petit peu des soldats romains et de la violence de guerre et de faire quelques liens donc, avec le film que vous avez peut-être vu précédemment ou que vous allez voir par la suite. Donc ces liens, je ne vais pas présenter le film en tant que tel, mais je vais le faire au fur et à mesure, des petits on va dire, zooms au moment où j'aborde certains points. Et d'ailleurs, cette magie des films d'Hollywood, c'est de nous faire vivre une histoire et de suivre des personnages. Et dans l'Aigle de la 9e Légion, donc on suit le parcours de Marcus Flavius Aquila et de Esca. Mais en fait, cette plongée dans les aspects concrets du quotidien et des combats des soldats romains, et surtout la confrontation avec la violence qu'on peut voir dans le film, relève pour la majeure partie de la reconstitution, voire de l'imagination. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en histoire romaine, c'est très difficile de mener une histoire à hauteur d'homme. Ce qu'on appelle le face of battle en anglais, l'anatomie de la bataille en français, qui est une approche historique qui a été maintenant bien développée en histoire, notamment après John Keegan en 1976. Mais en histoire romaine, cette approche reste très difficile. Alors c'est paradoxal parce qu'on pourrait penser que depuis le temps qu'on fait de l'histoire romaine, cette question devrait être réglée. On devrait savoir comment combattaient les Romains. Mais en fait, non. Concrètement, l'expérience du combat romain est très difficile à saisir. Alors pourquoi on a mis du temps à faire cette histoire-là ? Parce que d'abord, on a longtemps présenté l'armée romaine comme une armée très bien rodée, tout le temps victorieuse, et donc qui avait une mécanique bien huilée et sans accrocs, et donc on s'intéressait davantage à la stratégie plutôt qu'à l'expérience des combattants, des soldats eux-mêmes. Et on proposait aussi une image qui était lissée et comme aseptisée des réalités du combat. Je m'explique, en fait, la violence de la guerre, elle est tellement de soi, elle était tellement évidente qu'on ne prenait même pas la peine de l'éclairer, de la comprendre et de l'étudier. Alors pourquoi aussi on a eu du mal à faire cette histoire-là ? C'est parce que c'est à cause aussi des sources de l'histoire. Alors je pense par exemple aux restes archéologiques. Oui, on a des restes archéologiques de l'armement, mais en fait on ne savait pas exactement, une fois qu'on a ces pièces entre les mains, comment ils étaient maniés, comment étaient maniées les armes, comment étaient revêtues les protections, etc. Et notamment au cœur de la bataille, avec le stress du combat. Et on a aussi très peu d'images ou de sculptures. Alors là, je vais vous en présenter quelques-unes ce soir, mais on a quand même très peu d'images de représentation des soldats en situation de combat. Pourquoi ? Parce que les Romains préféraient présenter leurs soldats en position de victoire, après les combats, et pas pendant le combat. Ils préféraient montrer leur supériorité, leur victoire dans des scènes stéréotypées. Donc, il faut essentiellement se tourner, pour avoir une idée de ce que faisaient les soldats romains, vers les textes anciens, qui nous racontent ces guerres. Mais là encore, on se heurte à plein de difficultés. La première, c'est que les auteurs anciens préféraient parler des masses, des armées entières, des troupes, mais pas de zoom sur les simples soldats. À la limite, ils s'occupaient des généraux et des officiers, mais pas des simples soldats. Et puis ils s'intéressent aux tactiques, aux stratégies, et aussi ils sont influencés par d'autres genres tels que l'épopée,
puisqu'on a affaire souvent dans les textes à des scènes très très stéréotypées, c'est-à-dire qu'on prend les scènes qu'il y a dans l'Iliade et on les transpose en histoire, enfin dans le cadre romain. Donc pour l'historien, c'est très difficile ça à démêler le vrai du faux. Donc que fait-on, hein? On pourrait même dire quasiment comme Socrate que la seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Mais là, on arrêterait donc la conférence. Mais que faire? Eh bien, enquêter, hein, c'est l'essence même de l'histoire, l'historia, l'enquête, pour retrouver tous les petits indices dispersés qui peuvent nous permettre de reconstituer l'expérience du combat des soldats romains. Et c'est ce que j'ai fait notamment dans ma thèse et dans mes travaux de recherche. Donc, quelles questions on va se poser aujourd'hui? 2 questions principales. Comment les soldats de Rome combattaient-ils concrètement? Et comment faisaient-ils face à la violence? Ou dans quelles conditions ils recouraient eux-mêmes à la violence? Juste une petite précision chronologique avant de commencer. Je vais essayer, moi, dans ma thèse, je me suis intéressée plutôt à la République, aux 2 derniers siècles de la République et au 1er siècle de l'Empire. Donc, c'est-à-dire, je rappelle qu'en fait, le passage de la République à l'Empire s'effectue en 27 avant Jésus-Christ. Donc, moi, je me suis intéressée plutôt à la période qui va de la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais là, comme le film se déroule plutôt dans les années 140, je vais essayer aussi de montrer un petit peu des deux. C'est-à-dire, de toute façon, hein, l'expérience du combat change très, très progressivement. Donc, ce qui était vrai au début de l'Empire est vrai par la suite. Et je vais quand même essayer, par exemple, pour l'armement, de vous montrer un petit peu des choses qui datent plutôt du moment du film. Alors, donc on va commencer tout de suite en parlant de ces soldats de Rome qui sont avant tout des techniciens de la violence. Je vais commencer en rappelant quelques petites choses très rapides pour remettre en place les fondements de l'armée romaine. Donc les légions, les cohortes, les manipules et les centuries. D'ailleurs, dans le film, il y a un des officiers, je ne me rappelle plus lequel, mais qui se présente en énonçant sa légion, sa cohorte, sa manipule et sa centurie. Je me demande même si c'est pas Aquila lui-même. Donc c'est pas un mythe, hein, il y avait vraiment ces distinctions-là dans l'armée romaine. Alors une légion, c'était environ 5 000 à 6 000 hommes. Alors ça dépend, hein, ça varie en fonction des effectifs réels ou théoriques. La cohorte, donc il y avait 10 cohortes dans une légion. Une cohorte, c'était environ 480 hommes. Là, dans le film, Aquila commande une cohorte. Alors déjà, là, c'est un petit peu problématique parce qu'on nous dit qu'il est centurion. Normalement, un centurion commande une centurie. Alors, les seuls cas qu'on peut retrouver, hein, c'est qu'il serait primus pilus, c'est-à-dire un centurion de très haut grade. Et en fait, là, ce serait plutôt ce qu'on appelle un détachement, une vexillation, qui a été envoyé donc, dans un fortin pour tenir une zone. Et donc, dans ces cas-là, ça pouvait exister qu'il y ait un centurion qui dirige une cohorte. Mais franchement, c'est très débattu. C'est plutôt pour des périodes postérieures. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une petite liberté dans le scénario qui n'est pas très vraisemblable. Normalement, c'est un tribun qui s'occupe des cohortes. Et donc, si on descend, donc il y a 10 cohortes, il y a 30 manipules, hein, c'est 3 manipules par cohorte, et 60 centuries, 6 centuries par cohorte. Hein. Une centurie, au départ, c'est 100 hommes, mais c'est plutôt aux alentours de 80 hommes. Hein, c'est l'unité de base opérationnelle. Il faut ajouter à ça, évidemment, hein, parce que là, on parlait des fantassins, mais des cavaliers et des auxiliaires. Pourquoi je parle d'auxiliaires? Parce que, en fait, quand je parle des soldats de Rome et non pas des soldats romains, c'est pour une raison précise, c'est parce qu'il y a une variable sociale aux soldats de Rome. Les légionnaires ont tous la citoyenneté romaine. Ce sont des citoyens romains. Les légionnaires, c'est donc l'élite. Et c'est des troupes qu'en général, au combat, on essaye plutôt de préserver. Là, donc Aquila est légionnaire et visiblement, il dirige uniquement des légionnaires, ce qui déjà est un peu étrange parce que souvent, hein, c'était bien plus mêlé. Mais il y a aussi dans l'armée romaine des Italiens
qui étaient distincts des Romains sous la République, et surtout ce qu'on appelle des auxiliaires, c'est-à-dire des étrangers qui servaient dans l'armée romaine et qui, durant l'Empire, pouvaient même obtenir la citoyenneté romaine à la fin de leur service. Voilà donc pour la diversité des soldats de Rome malheureusement, qu'on ne voit pas vraiment dans ce film. Alors les formations maintenant. En règle générale, lors des batailles rangées, c'était toujours le même dispositif qui était utilisé. On avait les légions au centre, comme on le voit sur ce schéma, les auxiliaires sur les côtés et les cavaleries sur les ailes pour pouvoir manœuvrer. Alors justement, on mettait ce dispositif en place et on attendait que l'ennemi veuille bien aussi mettre en place son dispositif et désire le combat. Alors nous, ça nous paraît complètement absurde, mais en fait, on a de nombreuses fois des textes qui insistent sur le fait qu'on sort toute l'armée, on la met en place, on la range en ordre de bataille, chaque jour, jusqu'à ce que l'ennemi daigne lui aussi ranger son armée en face et engager le combat. Alors une fois qu'on est en ordre de combat, c'est toujours les mêmes phases. D'abord, on a une première volée de projectiles, c'est-à-dire qu'on envoie les javelots et les flèches à distance. Puis l'infanterie légère engage le combat à l'avant des lignes. Et ensuite, c'est le tour de l'infanterie lourde qui engage le combat avec diverses vagues d'assaut qui sont entrecoupées de retrait ou d'attente. On a parfois l'utilisation simultanée de la cavalerie. Et puis, enfin, si l'armée ennemie se débande, on peut envoyer la cavalerie pour les pourchasser. C'est le moment en fait de plus grande violence du combat, ce qu'on appelle la caedes en latin, c'est-à-dire le massacre final. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, dans le combat qui met en jeu l'armée romaine, ce n'est pas le combat lui-même qui est le plus meurtrier. C'est en fait le moment du massacre final, c'est-à-dire lorsque l'un des deux camps plie, où il y a le plus de tués et de blessés. D'où l'importance de tenir sous la pression, parce que se débander, ça veut dire en fait être livré à l'ennemi sans pouvoir quasiment se défendre. Et ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'en fait, seulement une minorité de soldats étaient directement au contact de l'ennemi. Et pour des temps assez brefs, parce que le style de combat à l'époque ne permettait pas de maintenir l'effort plus de 15 minutes d'affilée. Donc il y avait un système de retrait et de rotation des lignes, sur lequel on reviendra, qui était mis en place pour maintenir ces lignes et faire face à la violence de l'affrontement. Je vais rappeler aussi brièvement quelques éléments sur l'armement romain. D'abord, rappeler qu'il y a une évolution chronologique forte. Les soldats de Rome n'ont pas toujours eu le même équipement. Ce qu'on voit dans les films et ce qu'on voit par exemple dans Astérix, ça, c'est des représentations en fait, qui datent seulement du 1er siècle après Jésus-Christ. Les Romains ont combattu pendant 5 siècles avant, pas du tout dans ces armements-là. Donc par exemple, on va dire la cuirasse que vous imaginez donc articulée, qu'on appelle la lorica segmentata, en fait, ça n'apparaît qu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ce n'est pas d'ailleurs la cuirasse la plus fréquente, parce que les soldats pouvaient avoir des cottes de mailles ou des armures faites de lamelles. En fait, même durant la République, chaque soldat a été chargé de se procurer son propre armement, son propre équipement. Donc on devait avoir une impression très hétéroclite, hein. Il n'y avait pas du tout d'uniforme. Chacun apportait ses armes un petit peu comme il le souhaitait. Alors il y avait quand même des points communs, hein, le bouclier ovale que vous voyez là dans l'image de gauche, qui d'ailleurs à partir de la fin du IIe siècle commence à se standardiser et continue par la suite. Le bouclier que nous on connaît, qui est rectangulaire mais légèrement arrondi, ça aussi ça n'apparaît qu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, en fait, l'armement variait donc en fonction du temps, en fonction aussi, là, on peut voir donc des représentations du 1er siècle après Jésus-Christ.
Donc on commence à se rapprocher de ce qu'on connaît là pour le film. Mais ça variait aussi en fonction du type d'unité. Si les légionnaires avaient certains types d'armements, les auxiliaires, par exemple, n'avaient pas les mêmes. Il y avait aussi des variations en fonction des simples soldats et des officiers. Par exemple, Aquila, dans le film, porte une cuirasse musculaire, c'est-à-dire une cuirasse où on voit la forme des pectoraux et la forme des abdominaux, ce qui d'ailleurs est fait pour, je pense, mettre en valeur aussi l'acteur. Mais donc, cette cuirasse, en fait, elle n'était réservée qu'aux officiers. Les simples soldats n'avaient pas du tout ce genre de cuirasse. Donc on va ici passer en revue un petit peu les armes qu'il pouvait y avoir à peu près à l'époque du film. Alors en ce qui concerne les armes défensives, donc j'ai parlé des cuirasses, mais avant il y a d'abord des jambières. Les jambes sont des zones très vulnérables. Donc l'armure, comme vous le voyez ici, il peut y avoir alors des cottes de mailles, on le voyait ici plutôt, des armures comme ça avec des petites plaques, des petites lamelles, ou cette fameuse armure avec les différentes plaques qui s'articulent, la lorica segmentata. Pour le bouclier, on avait le bouclier ovale, comme vous le voyez ici, et puis sous l'Empire, comme je le disais, l'apparition du bouclier rectangulaire arrondi, même si ce bouclier ovale persiste longtemps et dans divers types d'unités. Et enfin, on a le casque. Évidemment, parce que la tête est une zone très vulnérable. Vous voyez qu'ici, le casque a des protège-joues, évidemment, pour protéger les côtés. Et puis, une barre sur le front pour éviter les coups qui venaient du dessus, pour arrêter ces coups et pour ne pas qu'ils glissent le long du visage. Voilà pour l'armement défensif. Pour l'armement offensif maintenant, chaque légionnaire était armé d'un pilum, c'est-à-dire un javelot lourd, mais aussi d'autres types de javelots, entre 1 à 3 par soldat. Évidemment, le gladius, l'épée courte, qui est l'arme romaine par excellence, mais qui commence progressivement, notamment là, à partir de 140, à la date à laquelle se passe le film, qui commence progressivement à s'allonger. Cette épée. Et enfin, donc il y a, donc ça c'est toujours l'épée courte, et le poignard individuel du soldat. D'ailleurs, je crois que Esca a un poignard, alors il n'est pas dans l'armée, mais on voit très bien le poignard d'Esca. Et évidemment, il y a d'autres types d'armements, les flèches et les balles de fronde. On en reparlera. Les balles de fronde et les flèches, en fait, sont des armes que redoutent particulièrement les Romains. Alors, on va en venir à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment faire face à cette violence, c'est-à-dire comment les soldats de Rome s'appropriaient ces armes et comment ils se comportaient au combat. Quelles techniques corporelles ils développaient. Alors, c'est un angle intéressant, cet angle du corps, parce que ça permet de comprendre les réalités physiques du combat et qu'on voit un petit peu dans ces films hollywoodiens. Il faut savoir que les Romains sont des spécialistes, des techniciens de la violence, et ils sont spécialistes de l'entraînement. Ils répètent les gestes de nombreuses fois, sans relâche, pour les intégrer à leur mémoire corporelle et pour que ça devienne des réflexes. Et d'ailleurs, il y a une bonne scène dans le film où on les voit s'entraîner. Alors notamment, il y a des gestes comme ça. On les voit s'entraîner. Ils font des gestes comme ça pour briser les clavicules de l'ennemi. Ça, c'est assez probable, puisque les clavicules sont une des parties du corps les plus vulnérables. Et d'ailleurs, les Romains eux-mêmes l'avaient bien compris parce qu'ils passaient leur temps à renforcer leurs armures au niveau des clavicules. Et donc, quelle position adapter ces Romains ? Alors, on se fonde notamment sur 3 hypothèses de 3 historiens qui ont évoqué cette position des Romains. Donc, le premier, c'est Peter Connolly qui a fait cette hypothèse-là en se fondant sur le casque. Donc, vous voyez le casque avec le long rebord derrière, et qui disait que pour protéger la nuque, donc, les Romains étaient obligés d'avoir une position quasiment semi-accroupie. Bon, je ne sais pas si vous voyez la position, mais c'est quand même légèrement inconfortable. Surtout lorsqu'on porte un bouclier qui fait plusieurs kilos.
voire une dizaine de kilos. Donc Adrian Goldsworthy, son collègue, a donc remis en doute cette position en disant qu'elle n'était pas très pratique pour tenir un bouclier sur le long terme. Et donc lui, il a fait plutôt l'hypothèse d'une position quasiment debout. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est l'hypothèse de Sergio Boffa et qu'on voit sur certains des reliefs. C'est donc une position intermédiaire qui est ni complètement redressée ni accroupie. Alors, c'est là que je vais faire une petite démonstration. Donc, on a le bouclier. Alors, le bouclier, c'est indispensable chez le soldat romain. Là, vous avez des scènes. La première scène où les Romains sont attaqués, ils se mettent en place pour le combat. Il n'y en a aucun qui a un bouclier, ou quasiment pas. Ça c'est impossible. C'est impossible chez les Romains. S'ils n'avaient pas de bouclier, ils étaient quasiment morts. Ou alors, dans les textes, on trouve parfois qu'ils enroulent leur manteau autour de leurs bras pour s'en servir comme bouclier. Bref, ils s'entraînaient constamment avec un bouclier à la main. Donc, c'est pas possible de ne pas avoir de bouclier. Et on le voit bien dans la scène d'entraînement, d'ailleurs. Hein. Donc, ils se mettaient pied gauche devant, légèrement fléchi, pied droit derrière avec une légère rotation, bouclier donc dans la main gauche, le poids du corps qui va en avant, donc les jambes légèrement fléchies, parce que plus fléchi c'est plus stable, donc tout le buste est engagé derrière le bouclier et la nuque est rentrée. La nuque est rentrée pour laisser le moins d'espace possible à l'adversaire d'attaquer une zone sensible. Et ça, donc, cette position-là, en fait, c'est une position d'attente, d'escrime d'attente. C'est ce je vais vous le voir après. Hein. La position de base du soldat romain. Et à partir de là, il pouvait donner des coups. Et donc, voilà, le but, c'était de... Ça y est, j'ai fini ma petite démonstration. D'exposer le moins de surface corporelle possible à l'adversaire. Avec une telle position, en fait, on ne peut faire qu'une escrime d'attente. Qu'est-ce que j'appelle une escrime d'attente? C'est donc, comme vous le voyez là sur... vous le voyez plus, voilà. Sur ces dessins, une position de garde avec l'épée à l'horizontale. Et en fait, les Romains sont très, très prudents. Hein, à milieu de ce qu'on voit dans les films hollywoodiens, il n'y a pas d'engagement intempestif. Le but, c'est de frapper uniquement quand la position est la plus protégée possible. Il ne faut pas exposer, en particulier, il ne faut pas exposer son côté droit qui n'a pas le bouclier. Et donc, ils font des fentes rapides et des retours en arrière derrière le bouclier. Le but, les Romains, c'est pas d'être les plus forts. Le but, c'est d'avoir le corps le plus tendu et le plus souple à la fois. C'est très technique et très défensif. On pense d'abord, chez les Romains, à se protéger avant d'attaquer. Donc, avec une telle position, on frappe plutôt des stocks, c'est-à-dire que c'est des coups qui sont faits pour transpercer l'adversaire, qui sont en général les coups les plus mortels. On le voit bien sur certaines images. Là, on voit qu'il prend un recul pour pouvoir frapper. Et puis, donc voilà, avec le bouclier, ils prennent un recul. Et puis voilà, comme vous le voyez, soit on montait le bouclier et on frappait dans le ventre, soit on baissait le bouclier et on frappait sur les épaules. Alors, on pourrait évidemment prendre de l'élan. Alors, d'ailleurs, cette dernière image donc du haut montre qu'on pouvait aussi frapper de taille, c'est-à-dire des grands coups pour essayer juste de blesser l'adversaire et de lui faire perdre l'équilibre avant de l'achever. Donc jusque-là, on a vu que le bouclier était une arme essentiellement défensive, mais en réalité, il faut penser que le maniement du bouclier, alors là, vous voyez, c'est vraiment des scènes en beaucoup, on va dire, dans le feu du combat, même s'il n'y avait pas de feu à proprement parler à ce moment-là. Donc on écartait le bouclier pour pouvoir frapper, mais le plus rapidement possible. Mais ce bouclier était en fait multitâche, parce qu'on pouvait manier le bouclier dans un but offensif. Donc le bouclier est lourd, c'était vraiment un entraînement. Et le but, c'était... Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait pousser l'adversaire avec le bouclier pour lui faire perdre l'équilibre.
Mais voilà, ces dessins-là montrent qu'il peut y avoir une utilisation encore plus dynamique du bouclier, avec des systèmes d'élévation, et on pouvait notamment porter des coups avec le bouclier, notamment avec le bord du bouclier. Hein. Si par exemple on faisait un coup dans le cou, dans la jugulaire, ça mettait l'adversaire hors d'état de nuire. Donc, vraiment, ces techniques, elles nécessitaient un entraînement très long pour être maîtrisées, et le romain vraiment est un technicien de la guerre. Alors, comment ces Romains s'appropriaient ces armes ? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait leur service militaire, mais enfin, vous avez dû peut-être vous rappeler qu'on porte son arme en permanence sur soi, y compris pour aller aux toilettes ou pour dormir. Et ben, c'était un petit peu pareil chez les Romains. Il y avait une très grande familiarité avec leurs armes. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que leurs armes, comme je l'ai dit longtemps, et ça perdure ensuite un peu par la suite, ce sont souvent des armes qui sont achetées de manière personnelle. Donc les Romains pouvaient s'approvisionner aux meilleurs artisans de l'Empire pour avoir une meilleure confiance dans leurs armes. Les Romains pouvaient graver leur nom sur les casques. On a retrouvé des inscriptions sur les casques, sur les javelots ou les boucliers. Donc ils inscrivaient soit leur propre nom, soit le nom de leur unité, ce qui permettait ainsi de décompter après la bataille combien d'ennemis ils avaient pu tuer avec leurs armes. On a retrouvé aussi des balles de fronde avec des inscriptions. Alors là, j'en ai pas mis. Des balles de fronde avec des inscriptions. Alors là, c'était parfois un peu plus graveleux. Par exemple, lors de la guerre de Pérouse en 41-40 avant Jésus-Christ, on avait gravé des inscriptions sur les balles de fronde avec marqué « J'espère que cette balle de fronde arrivera dans le vagin de Fulvie ». Parce qu'en fait, Fulvie était celle qui était dans le camp d'en face. Hein. Donc des choses qui laissent parfois songeur, mais qui devaient permettre aussi de dédramatiser en fait les choses et de rendre en fait ces armes un petit peu propitiatoires pour que le combat se déroule bien pour les soldats. Et il y avait surtout toujours un temps de préparation des armes avant le combat pour s'assurer de leur bon état de marche, réaffûter les lames, etc. Donc avec ces positions de combat et puis ces armes qui étaient bien appropriées, hein, c'était en fait un ensemble de dispositions qui permettaient de rassurer les soldats et de leur donner confiance dans leurs armes. En fait, ça leur donnait un avantage psychologique pour se sentir bien protégés. Et comme je l'ai dit, hein, cet impératif de défense était très important chez les Romains. Hein, ils n'attaquaient pas du tout n'importe comment. Hein, ce n'étaient pas des brutes qui ne comptaient que sur leur courage. Non, non. Hein, ils se défendaient d'abord. Il fallait d'abord protéger leur corps. Pourquoi ? Parce que c'était des citoyens, surtout les légionnaires. Et donc on ne pouvait pas se permettre de sacrifier impunément beaucoup de citoyens. Alors avec les auxiliaires ou les Italiens, on était parfois plus libéral. Hein. Mais en tout cas, il s'agissait de sécuriser le cadre émotionnel. Et donc, cet ensemble d'habitudes et de réflexes rendait plus supportable la peur et la violence de la guerre, même s'il y a d'autres motivations, évidemment, qui existaient. Évidemment, la discipline. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il y avait les officiers, les sous-officiers qui veillaient à ce que les soldats restent bien dans le rang. Et puis, il y avait ce système moral et psychologique d'honneur, ce qu'on appelle la fides. On le voit dans le film, on le voit très bien. Tout le film, c'est une question d'honneur et de fidélité à Rome. La fides et l'honneur sont très, très importantes à Rome. Et donc, il fallait tenir son rang, ne pas fuir, parce que lorsqu'on fuyait, eh bien, il ne fallait pas revenir à Rome. Hein, sinon, c'était la honte absolue sur soi, sur sa famille. C'était une réprobation sociale immense. Et donc, les soldats ne pouvaient pas se permettre ce genre de choses, ne pouvaient pas se permettre la fuite, à moins de rester dans le pays où ils avaient fui. Comme c'est le cas d'ailleurs. Je ne vais pas dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a certains soldats romains qui ont fui. Voilà, vous comprendrez. Donc tout ça pour dire qu'on a quand même des guerriers, bien qu'ils soient techniciens, qui sont très sensibles à la peur et à la douleur. Et notamment, on le voit bien dans le film, hein, il y a un moment donné où, au début d'une bataille, il y a un soldat qui vomit d'angoisse, de peur.
Bon, ça, les sources ne nous le disent jamais. Mais évidemment, ils étaient soumis, comme les soldats de nos jours, à la peur et à la douleur. Et on va essayer maintenant de se mettre donc à la place de ces soldats et de comprendre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils percevaient durant le combat, ce qu'on pourrait appeler le paysage sensoriel de la violence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ressentaient, qu'est-ce qu'ils voyaient. Alors d'abord, qu'est-ce qu'ils voyaient ? On va dire dans la mêlée du combat, le champ de vision était nécessairement très très restreint. Même à cheval, comme on le voit ici, on a des témoignages d'officiers qui montrent qu'ils sont pris dans le tourbillon de la mêlée et qu'ils ne s'aperçoivent de où ils sont, c'est-à-dire quasiment au contact de l'ennemi, qu'au dernier moment. Donc il devait vraiment y avoir une vision très parcellaire et très restreinte du combat. Il faut ajouter à ça d'ailleurs que donc, premièrement, les soldats sont en formation et deuxièmement, il y a de la poussière partout qui vole. Donc le champ de vision était vraiment limité à leur rang. Qu'est-ce qu'on appelle leur rang ? En fait, c'est quasiment les 5 camarades qui les entourent, donc les 5 camarades à gauche, les 5 camarades à droite, les 5 camarades devant et les 5 camarades derrière, soit une vingtaine de camarades au total, sur lesquels ils avaient une vue directe. Et en fait, en général, ces camarades autour des soldats correspondaient à une tente. C'est-à-dire que les soldats dormaient ensemble dans une tente, liés des liens d'amitié, des liens de solidarité. Et donc, on les mettait ensemble au combat parce que justement, tenir pour les voisins, pour tenir pour les camarades de tente, c'était important et c'était une motivation qui permettait de tenir au combat. Et c'est bien ce mot de tenir, tenir son rang qui était important, tenir sa place, parce que j'ai dit que l'essentiel dans un combat romain, c'est de ne pas reculer, de ne pas commencer un mouvement de fuite. Donc, parce qu'en fait, ce champ de vision très réduit induit quoi ? Ça induit un phénomène majeur qui est celui de la fuite. Comment ça se produit, ce processus ? C'est que les soldats voient que leurs camarades proches sont blessés ou tués, et comme ils ne voient qu'eux, ils ont l'impression que le combat est très mal engagé partout, et donc il y a un instinct de survie qui refait surface, et ils envisageaient de fuir. Donc, sachant qu'en plus, la fuite des premiers rangs va entraîner immanquablement la fuite des rangs de derrière, et la débandade est dans ce cas-là totale. Donc, une des grandes missions des officiers et des sous-officiers, c'était d'éviter ce genre de panique, ce genre de mouvement de foule. Et le rôle des centurions était de maintenir les hommes à leur place. Ils avaient pour ça notamment leurs armes, mais aussi ce qu'on appelle un cep de vigne, donc un bâton, qui permettait de donner des coups aux gens qui voulaient partir de leur rang. Et donc, on a aussi des textes qui nous montrent que, justement, les sous-officiers et les officiers, là, comme Aquila, étaient très sensibles à ces moments tournants où on a un risque de fuite. Et donc, il donnait des ordres à ce moment-là pour resserrer les rangs afin de donner une impression de masse et de sécurité à leurs soldats pour qu'ils ne fuient pas. Donc, si le champ de vision est réduit, les soldats se fiaient surtout, souvent, à leur ouïe. L'ouïe prenait le relais et était d'un rôle primordial dans les champs de bataille. Alors c'est un peu paradoxal parce que le champ de bataille est extrêmement bruyant. D'abord, il y a le bruit des armes qui s'entrechoquent. Ensuite, il y a le bruit du cri de guerre, parce que les ennemis, tout comme les Romains en général, poussent un cri de guerre avant de charger, qui était précisément fait pour effrayer l'ennemi et provoquer sa fuite. Il y avait ensuite évidemment les bruits des cris de peur et des râles de douleur. Les soldats pouvaient eux-mêmes prendre le relais en frappant leurs boucliers. On a plusieurs sources qui nous disent qu'ils frappent les boucliers avec leurs armes pour effrayer l'ennemi avec le son des boucliers. Et ils pouvaient encourager leurs camarades. C'est-à-dire que les soldats qui étaient derrière pouvaient pousser des cris en disant « Allez, frappe-les » pour soutenir moralement leurs camarades. Donc, il faut imaginer le champ de bataille comme vraiment un environnement extrêmement bruyant et anxiogène.
où les mouvements de foule se font aussi et surtout en fonction des bruits. Et c'est pour ça que plusieurs textes indiquent que les jeunes recrues, celles qui n'ont jamais encore combattu et qui n'étaient pas encore assez aguerries, étaient comme paralysées par tous ces bruits. Alors encore, quand ils étaient paralysés, c'était déjà bien, hein, s'ils ne fuyaient pas. Et donc certains officiers, on le trouve dans les textes, donc notamment Flavius Joseph, dit à ses soldats de trouver un moyen de se boucher les oreilles avant de partir au combat, pour éviter justement cet aspect anxiogène des bruits du combat. Donc dans ce chahut total, les officiers essaient parfois de donner des ordres à la voix par les cris, et en général ça ne marche pas. On a plusieurs fois dans les textes où on se rend compte que les officiers essaient de donner des ordres, ils ne sont pas du tout entendus, et donc les mouvements ne sont pas effectués comme il le faudrait. Donc c'est pour ça qu'on avait plutôt recours à des instruments de musique pour donner les ordres dans le combat. Et au contraire, le silence est interprété par les soldats comme une preuve de très grande expérimentation, enfin de très grande plutôt expérience, excusez-moi. C'est-à-dire que les soldats les mieux entraînés, les plus aguerris, quasiment les vétérans, savent progresser en silence. Et ça impressionne beaucoup les ennemis. Quand les Romains se déplacent en silence, les ennemis ont une peur panique parce que ça prouve qu'ils sont extrêmement disciplinés. Donc tous ces bruits ont quand même parfois une utilité. C'est-à-dire que les soldats savent assez rapidement se repérer dans la mêlée du combat en fonction des cris qui sont poussés. Les cris sont une des sources d'information principales dans le combat. Et en fait, les soldats savaient interpréter où se situait l'effort du combat, là où le combat était le plus intense. Et du coup, ils pouvaient se réorienter des unités entières pour aller aider leurs camarades à tel ou tel point du combat, grâce à ces cris qui sont poussés ou non. Parce que de fait, il existe une solidarité entre les rangs et un idéal de partage des risques. Il existait un système de rotation entre les rangs. Lorsque les rangs de devant, notamment, ou en tout cas les rangs qui étaient exposés à l'ennemi, étaient trop épuisés, ou lorsque ces rangs avaient trop de morts ou de blessés. Et César, par exemple, relate très très fréquemment ce genre de manœuvre, mais on ne sait pas exactement comment ça s'effectuait. Est-ce que les rangs de derrière laissaient un espace ouvert suffisamment grand pour permettre le recul d'unités entières ? Ou est-ce qu'ils laissaient des espaces entre chaque soldat pour pouvoir que chaque rang circule à travers les rangs de derrière pour repasser en arrière du dispositif ? De quelle grandeur, à quel intervalle ? C'est quasiment impossible de le savoir. Hein. Dans les textes, ça n'apparaît pas. Toujours est-il que, en fait, quand même, cet idéal de solidarité et de partage des risques est un appui psychologique supplémentaire qui permet aux soldats d'affronter les ennemis, tout en sachant que le repli est possible en cas de blessure. On a même des scènes où on nous décrit, notamment dans l'attaque d'un fort, un peu comme ce qu'il y a au début du film, justement un centurion qui est blessé en avant, donc dans la porte. Il a été blessé par des ennemis qui essayaient d'entrer par la porte du camp, et les soldats le portent et se le passent de main en main vers l'arrière pour l'évacuer, et il survit à ses blessures. Donc le but pour les Romains, c'est de ne pas rester seuls, exposés à la violence. Et ça, je pense que c'est aussi assez bien rendu dans le film, quand Aquila décide d'aller sauver, de ne pas abandonner ses hommes qu'il avait envoyés donc en patrouille et qui vont se faire exécuter. Il décide de les sauver. Et je pense que ça fait vraiment partie... Alors là, évidemment, c'est romancé et c'est vraiment aussi des idéaux américains qui se surimposent à cette vision, mais cette idée quand même de solidarité, on ne laisse pas les camarades se faire égorger tout seuls, existait dans l'armée romaine. Et de fait, les soldats étaient quand même très très régulièrement blessés. On le voit bien là avec Aquila dans le film.
Alors, où est-ce qu'ils étaient blessés? D'abord, prendre quelques précautions. Les textes évoquent très rarement les blessures. Pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons, parce que les textes s'intéressent aux masses et que lorsqu'il s'agit de s'intéresser aux petites blessures de chaque soldat, pris dans leur individualité, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans les détails. Donc on a parfois des blessures, notamment chez les officiers, qui apparaissent, mais donc c'est vraiment assez rare. Alors donc, pour ma thèse, j'avais essayé de recenser toutes ces blessures. Donc encore une fois, ces pourcentages sont à prendre avec de grandes précautions. Mais on arrivait donc à cette répartition-là, c'est-à-dire que le crâne était les blessures les plus fréquentes, évidemment. Hein, c'est la zone la plus fragile du corps et celle qu'il faut atteindre pour l'ennemi pour obtenir une mort rapide. Le tronc à 17%, les jambes à 18%, les bras à 15%, et le reste, c'est-à-dire le cou, le dos, les mains et les pieds, entre 5 et 6%. En fait, ça correspond à quoi? Ça correspond grossièrement à l'échelle de gravité des blessures et probablement à leur fréquence réelle. C'est-à-dire que, évidemment, hein, les blessures les plus graves sont celles au crâne, aux jambes aussi, puisqu'il y a l'artère fémorale, notamment, dans les jambes, et qu'elles étaient beaucoup plus exposées, notamment parce qu'il y avait une plus grande surface. Alors, il y avait bien sûr des jambières, mais elles étaient essentiellement sur les tibias et pas trop sur les cuisses. Et alors, avec quel type d'armes les soldats de Rome étaient blessés? Eh bien, à une écrasante majorité, à cause des traits et des jets, des armes de jet. Donc, c'est complètement contre-intuitif, parce que nous, on a l'impression que c'est l'épée qui infligeait le plus de blessures. En fait, ce qui infligeait le plus de blessures, c'était les flèches, les javelots qui étaient envoyés par l'ennemi. Donc, on va voir que ça a un impact sur la psychologie des soldats. Les soldats, une fois blessés, pouvaient être démobilisés. On le voit très bien, et là c'est très véridique dans le film. On appelle ça la missio causaria, c'est-à-dire on va dire la mise à la retraite quelque part d'office pour les malades et les blessés sévères qui ne pouvaient plus combattre. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dès le début du Principat, donc dès le début de l'Empire, et donc en 140, c'est assez bien connu. Et donc, ils étaient démobilisés, mais ils avaient le droit de jouir de tous les droits de l'honesta missio, c'est-à-dire de tous les droits comme s'ils avaient fini leur service militaire complet. Donc c'était une sorte de reconnaissance finalement du sacrifice qui avait été consenti à la guerre. Et donc de fait, ces blessures correspondent aussi aux peurs des soldats. Parce que les soldats romains ont particulièrement peur de deux types d'armes. D'abord, ils ont peur des traits et des projectiles, comme on l'a vu ici, et des armes inconnues. Alors pourquoi ils ont peur des traits et des projectiles? Donc, qu'est-ce que j'appelle les traits et les projectiles? Ce sont les flèches, les balles de fronde, les javelots, etc. Tout ce qui vole, en réalité. Pourquoi ils ont peur de ça? Parce que d'abord, ce sont des armes aveugles. Les tirs de barrage qui sont faits par les ennemis envoient donc ces projectiles en masse, comme dans une pluie assez drue, et donc on ne sait pas sur qui ça va tomber, et ça terrifie les soldats romains. Et en fait, les soldats romains n'ont pas trouvé de véritable technique pour s'en protéger. On connaît évidemment la célèbre tortue. Il faut savoir que la célèbre tortue, elle n'apparaît que très peu dans les sources. Elle apparaît sur la colonne Trajane, mais elle n'apparaît que très peu dans les sources. Elle apparaît surtout lorsqu'il s'agit de prendre d'assaut une ville ou un camp afin de se protéger des projectiles qui viennent directement sur le dessus. Mais c'est pas on va dire la formation la plus connue et la plus utilisée par les Romains. Alors, ces flèches, ces balles de fronde et ces javelots touchent également tous les rangs, même ceux qui sont les plus en arrière et donc qui se croient à l'abri. Et enfin, pour les Romains, dans leur système de pensée, les flèches, les balles de fronde et les javelots, ce sont les armes des lâches et des couards, parce que les ennemis ne viennent pas combattre au corps à corps. Et donc, du coup, pour toutes ces raisons-là, ils avaient très peur et ils méprisaient ces traits et ces projectiles. Ils avaient peur aussi d'autres armes.
ce sont les armes que je qualifierais d'un petit peu exotiques, c'est-à-dire en fait les armes inconnues des Romains. Par exemple, la phalarique des Saguntins, c'est-à-dire la phalarique d'un peuple d'Espagne, c'est une sorte de puissant javelot auquel on mettait le feu, qui était enflammé. Et donc les Romains avaient très peur de ça parce que, en plus, ils prenaient feu, c'est-à-dire que si ça se fichait dans leur bouclier, le bouclier prenait feu, ils étaient obligés d'abandonner le bouclier et donc ils perdaient leur protection. Les cestres, par exemple, ce sont des javelots qui sont munis de petites ailettes, mais qui sont projetés par un système similaire à la fronde. Et donc ça, à cause de sa vitesse de projection, ça terrorisait les Romains qui étaient particulièrement surpris de ce genre d'armes. Les sarisses grecs, là, comme on le voit sur la phalange macédonienne, impressionnaient les soldats italiens parce que ces sarisses sont très longues et transperçaient les soldats romains, et que ce mur de boucliers et de sarisses hérissées de piques était un spectacle terrible pour les Romains. Les éléphants de combat faisaient aussi peur, hein, je pense notamment à Hannibal, même si les Romains s'y sont vite adaptés et ont trouvé des techniques pour y répondre. Et les chars à faux. Alors les chars à faux, comme vous le voyez là sur l'image à droite, qu'est-ce que c'est ces chars à faux ? Ce sont ces véhicules qui sont munis de faux, qui sont fixés sur le timon ou sur la caisse du char, et qui donc pouvaient couper les adversaires. Alors, il y en a dans le film. En Bretagne, c'est pas possible. Il y a beaucoup de chars de combat en Bretagne. En Bretagne, je parle de la Bretagne comme de la Grande-Bretagne, évidemment. Mais en fait, ces chars à faux, hein, c'est plutôt des armes orientales. Donc là, c'est vraiment une liberté qu'a compris tous ceux qui ont réalisé le film, de mettre ces chars à faux dans le film. Mais ça n'existait pas en Bretagne. En tout cas, tout ce qui est nouveau et inconnu provoque du stress chez les soldats de Rome, parce qu'ils n'ont pas encore prévu de technique pour s'en prémunir. Après, ils mettent en place des techniques et après, ils arrivent à gérer cette peur et ce stress. Là, je pense notamment aux éléphants de guerre qui, à la fin de la Deuxième Guerre punique, sont beaucoup mieux gérés par les Romains. Face à ces blessures, s'est développée progressivement une médecine de guerre. Alors avec plusieurs phases. D'abord, durant la République, c'était une médecine largement informelle et très très peu organisée. En fait, c'est les soldats qui s'organisaient entre eux. Les camarades de tente soignaient les blessés, le plus souvent avec des bandages. Mais des bandages qui pouvaient être des bandages assez savants. Là, dans le film, on a quand même Aquila qui a des bandages très fréquemment. Ça, c'était quand même un gros point fort des Romains. Ils savaient bander les blessures, et c'était souvent le meilleur moyen de réduire, par exemple, les fractures. Donc, ils savaient bien réduire les fractures comme ça. À partir de l'Empire, et donc a fortiori de ce qui nous concerne dans le film, on a le développement d'une véritable médecine de guerre avec des techniques qui s'améliorent. Il y a de nombreuses interventions chirurgicales. On a retrouvé des traités de médecine, notamment Cels, qui explique comment retirer une pointe de flèche qui est fichée dans le corps. Alors, je vous épargne les détails, parce qu'il faut éviter les tendons, etc. Mais en tout cas, on savait faire. C'est-à-dire que les Romains savaient guérir les blessures de guerre de manière assez efficace. On a retrouvé beaucoup d'outils chirurgicaux dans les camps romains, parce qu'en fait, on a retrouvé aussi des infirmeries. Il y avait des infirmeries, ce qu'on appelle les valetudinaria, des infirmeries dans les camps, où donc les soldats étaient bien soignés. Dans le film, là, Aquila est envoyé chez son oncle et il est soigné par un médecin privé, un médecin grec. Les médecins étaient en général grecs. Qui est forcément bien plus cher et plus efficace que ceux pour les simples soldats. Mais il aurait pu tout à fait être soigné
en fait, dans son camp. Alors là, le problème, c'est que son camp, cette garnison est toute petite et donc il n'y avait pas forcément d'infirmerie. C'est pour ça qu'il est renvoyé chez son oncle. Mais ça, c'est ce qu'on fait pour les officiers. Pour les simples soldats, ça ne pouvait pas arriver. Même si Aquila est un simple centurion. En fait, il est traité dans le film comme bien plus qu'un centurion. C'est plutôt au niveau du statut social, si on en croit la richesse et le luxe de la villa de son oncle, ce serait plutôt un officier en temps normal. C'est extrêmement étrange qu'il ne soit que centurion. Ce qui tuait en revanche beaucoup plus, ce sont les infections dans les blessures. On n'avait pas ces notions de nettoyage des plaies, tout ça, ça n'existait pas. Alors on le voit là, je ne sais pas si on le voit, mais on voit sur la colonne Trajane, on voit une scène où il y a donc des auxiliaires qui aident leurs camarades qui sont blessés, qui leur font des pansements. Donc on savait, voilà, cette médecine était bien développée, la médecine de guerre est de mieux en mieux développée. Alors, jusque-là, on a parlé essentiellement de comment les soldats romains réagissaient à la violence qu'ils subissaient. Mais maintenant, il faut s'attaquer au problème inverse. Comment et pourquoi les soldats de Rome se livraient-ils parfois eux-mêmes à la violence ? Et dans ce thème, c'est très, très intéressant parce que dans le film, on a l'impression qu'il n'y a que les barbares qui sont violents. C'est les barbares qui égorgent les jeunes garçons. C'est les barbares qui font des sacrifices sur les autels des officiers romains qui sont morts. D'ailleurs, ça rappelle directement un passage qu'on a dans les sources à propos de la bataille de Teutobourg, qui a été effectuée en Germanie en 9 après Jésus-Christ, où 3 légions ont été massacrées en Germanie, donc sous le règne d'Auguste. Et donc on a des descriptions des auteurs qui nous racontent que les Germains ont égorgé des officiers sur les autels de leurs dieux, qu'ils ont laissé pourrir les os des Romains, ce qui était la pire chose imaginable pour un Romain, de ne pas avoir de sépulture. Ça voulait dire qu'on ne pouvait pas avoir une vie, l'âme ne pouvait pas se reposer. Donc c'était la pire des choses de ne pas avoir de sépulture. On le voit dans le film, les ossements blanchis. En fait, ça, c'est vraiment repris tel quel de cet épisode, mais qui a lieu 140 ans auparavant, donc en 9 après Jésus-Christ, mais c'est repris quasiment tel quel. Donc tout ça pour dire que c'est plutôt dans le film les barbares qui sont violents. Je crois qu'il faut rétablir la vérité. Les Romains sont eux aussi violents. Et donc on va s'intéresser à comment, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'ils sont cruels pour être cruels, mais ils sont violents et il faut le redire. Alors, première question, y a-t-il eu des génocides romains ? C'est une question qu'on entend de temps en temps. Et en particulier, est-ce que les Romains s'en prenaient aux civils ? Alors là, on le voit sur cette frise de la colonne Trajane où les Romains donc, capturent des femmes et des enfants. Donc, qu'est-ce que j'entends par civil ? En fait, je préfère le terme de non-combattant parce que le terme de civil n'existe pas dans l'Antiquité, la notion n'existe pas. Donc, les non-combattants, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards. Le relevé que j'ai effectué dans ma thèse a permis de montrer que les Romains ne s'attaquent pas en tant que tels aux non-combattants, en tout cas pas comme une cible privilégiée. Ils ne visaient pas les civils en soi pour déstabiliser leurs adversaires. Il n'y a pas de massacre délibéré de civils, de non-combattants, pas du tout comme ce qui s'est passé par exemple dans les guerres mondiales du XXe siècle, par exemple. Non, ils avaient compris que s'attaquer aux non-combattants, ce n'était pas une bonne opération parce que ça les discréditait. Ça les discréditait chez leurs adversaires et chez leurs alliés et chez les alliés des adversaires. Or, une des choses qu'avaient comprises les Romains, c'était que la guerre était en partie psychologique. Et donc, ils faisaient très attention à leur image. Et ils appliquaient pour ça les principes grecs, c'est-à-dire on ne touche pas aux non-combattants. Alors, ça n'empêche pas que lorsqu'il le fallait, vraiment, ils n'hésitaient pas à les tuer, les non-combattants. Ils n'avaient aucun problème moral avec ça. Il n'y avait pas de problème moral. Mais dans quel cas les Romains s'attaquaient-ils aux non-combattants ?
dans des cas précis. D'abord, ils étaient sans pitié pour les civils lorsque ces civils prenaient part au combat. Et en fait, dans l'Antiquité, ça avait lieu beaucoup plus souvent qu'on ne le croyait, notamment les femmes participaient au combat, notamment chez les Celtes. Et là, c'est dommage, parce que chez les Bretons et chez les Celtes, c'est dommage que le film ne le montre pas, les femmes participaient beaucoup plus souvent au combat qu'on ne le pensait. Donc, lorsque les femmes sont une menace militaire, ils n'hésitent pas à les tuer. Ils les tuent, ces non-combattants, quand il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire liés aux aléas de la guerre, par exemple les incendies, les effondrements de bâtiments. La question des viols est délicate. On sait qu'il y avait des viols, mais on a du mal à évaluer leur fréquence. Vraiment, les sources n'en parlent pas, elles sont quasiment muettes à ce sujet. Et surtout, il ne faut pas oublier que les non-combattants, en général, ils n'étaient certes pas tués, mais ils étaient mis en esclavage. Et en fait, c'est probablement le cas d'Esca. Esca, dans le film, a probablement été mis en esclavage à la suite de la conquête romaine. D'ailleurs, il le dit, toute sa famille a été exécutée. Lui, il a survécu, probablement parce qu'il était jeune, et il a simplement été vendu en tant qu'esclave. Alors, si on reprend cette question des génocides, non. Je crois que ça, c'est un de mes chevaux de bataille. J'en profite pour le rappeler ici. Il n'y a pas de génocide dans l'Antiquité, malgré ce que veulent nous faire penser certaines collections. Le génocide est une notion qui a été forgée par et pour le XXe siècle. Et ça ne fonctionne pas pour l'Antiquité, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Romains pensaient en termes de communauté. C'est-à-dire que c'était extrêmement difficile pour eux de faire une distinction entre combattants et civils. Je vous disais, cette question des civils n'existe pas. On combat contre une communauté. Et en plus, les Romains n'ont jamais eu des moyens industriels de destruction massive de peuples entiers. C'était matériellement impossible. Enfin, les Romains n'avaient pas de critères raciaux. Ils ne détruisaient pas un peuple à cause de leur identité ou de leur appartenance à un groupe ethnique. Ils étaient tout au plus des barbares, mais des barbares extrêmement divers. Et c'était jamais en soi une raison de tuer tout le monde dans le peuple ennemi. Donc en définitive, les Romains agissaient finalement plutôt au cas par cas, en fonction des circonstances. Néanmoins, ils avaient recours parfois à des méthodes que l'on qualifierait d'assez violentes, notamment aux mutilations. Est-ce que les Romains étaient chasseurs de têtes ? C'est une question que s'est posée un historien, parce que en fait, on a retrouvé de nombreux cas, 13 cas pour être exact, sur les 3 siècles que moi j'ai étudiés, 13 cas de décapitation pour les guerres extérieures et 13 cas pour les guerres civiles. Donc les Romains coupaient des têtes. Il faut le dire. Là, on le voit très bien sur cette... là, c'est une gemme qui est un peu stylisée, mais à droite, on voit donc la restitution d'une bataille et on voit que le soldat romain décapite un ennemi tombé à terre pour récupérer sa tête ou éventuellement son collier, son torque qu'il va voler. Pourquoi il coupait des têtes ? Pour 2 raisons principales. Parce que c'était la preuve de la mort. Et donc, on pouvait récupérer des récompenses en ramenant des têtes. Ça avait une fonction pratique, notamment lors des guerres civiles, c'est-à-dire des guerres entre Romains. On coupait facilement les têtes des chefs ennemis pour avoir la preuve qu'on avait bien éliminé un adversaire politique et touché une récompense. Et les Romains décapitaient les gens aussi pour démontrer leur force, tout simplement, c'est-à-dire pour des raisons stratégiques. Donc les Romains piquaient les têtes sur des pics et les présentaient à l'ennemi afin de les démoraliser, de susciter d'autres ralliements, notamment chez leurs adversaires ou chez les alliés de leurs adversaires. Donc, ces décapitations ont lieu donc à des fins de dissuasion. Là, c'est un détail de la colonne Trajane où on voit un auxiliaire qui tient entre ses dents une tête d'un ennemi. C'est assez saisissant. Donc, les Romains étaient quand même des coupeurs de têtes. Il faut le concéder. Ils coupaient aussi des mains. 22 cas de mains coupées en 3 siècles. Donc là, j'ai pas d'image. Pourquoi ils coupaient des mains ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ils s'adaptaient à leur ennemi.
C'est-à-dire qu'ils ne coupaient pas les mains de n'importe quel peuple. En fait, ils s'adaptaient à leurs ennemis. C'est-à-dire que quand les ennemis accordaient une importance très forte et culturelle et symbolique à leurs mains, ils pouvaient en fait s'adapter aux coutumes des ennemis qui eux-mêmes, parfois à la guerre, coupaient des mains. Et donc, ils avaient recours à la mutilation des mains. Ils le faisaient pour évidemment terroriser l'adversaire, pour montrer la supériorité romaine, en particulier quand les conflits étaient très mal engagés. En clair, ils coupaient des mains et même aussi les têtes quand ils étaient en difficulté et quand ils ne pouvaient pas résoudre la situation par des solutions guerrières. Donc c'était une sorte de guerre psychologique en réalité. Et ce que j'ai montré, c'est qu'ils coupaient des têtes souvent lorsqu'il y avait l'existence de groupes intermédiaires. Qu'est-ce que j'appelle des groupes intermédiaires? C'est-à-dire des groupes qui se situaient entre les ennemis et les Romains. Des groupes qui balançaient, qui ne savaient pas trop à qui se rallier, et donc qui étaient influençables. Et donc pour précipiter le ralliement de ces groupes intermédiaires, ils avaient compris que, il fallait taper un grand coup, impressionner les ennemis et donc couper des mains pour précipiter leur ralliement. Donc est-ce qu'ils coupaient tout le temps des mains ou tout le temps des têtes? Non, mais ils n'hésitaient pas à y avoir recours, c'est-à-dire que ce n'était pas non plus une pratique institutionnalisée, ce n'était pas une pratique, on va dire, systématique. C'était pas non plus si exceptionnel que ça, c'était à mi-chemin entre les deux. Et en tout cas, c'était à visée fortement démonstrative. Enfin, donc si j'ai encore un petit peu de temps, donc je voulais évoquer avec vous 3 cas particulièrement saisissants de violences extrêmes pratiquées par les Romains. Donc là, on est sur un arc chronologique beaucoup plus vaste que celui du film qui a été ou qui va être projeté. D'abord, il y a le cas de Valence, en 75 avant Jésus-Christ, pour lequel on a retrouvé des ossements. Les archéologues ont fait un travail magnifique. Donc cette bataille a eu lieu en 75 avant Jésus-Christ, en Espagne, à Valence, et c'était donc une guerre civile contre Sertorius. Et ça a son importance. En fait, Sertorius était un Romain et il avait levé des troupes en Espagne, en partie romaine, en partie espagnole, pour se rebeller contre le pouvoir en place qui était à Rome. Et donc on a retrouvé ces ossements et des ossements mutilés. Donc de nombreux cadavres mutilés. Ils avaient été rassemblés, ces cadavres, sur le forum de la ville, c'est-à-dire sur la place centrale. Et donc on en déduit que probablement ils ont été exécutés publiquement et de manière organisée. On les a maintenus sur le sol, donc sur le dos ou sur le ventre. Ils étaient maintenus à plusieurs par les soldats et ils ont eu les mains coupées, les jambes coupées, parfois la tête coupée. Et dans ce cas-là, la tête était même parfois mise entre les jambes, comme pour un petit peu se moquer en réalité de ce qui arrivait à ces rebelles. Et on a même un cas, là vous le voyez, une reconstitution, désolé pour les âmes sensibles. On a un cas d'empalement par le rectum à l'aide d'un pilum. Donc on est à peu près sûr de cette reconstitution-là, vu les restes. En fait, on a retrouvé le pilum en place dans les ossements. Donc avec les mains qui étaient restreintes à l'arrière. Donc comment on explique tout ceci ? Eh bien, par le contexte de la guerre civile. C'est-à-dire que les Romains n'étaient jamais aussi féroces que lorsqu'ils se battaient entre eux. Il fallait punir les rebelles et faire un exemple par des châtiments qui étaient particulièrement mis en scène. Là, le fait qu'ils aient tous été rassemblés sur le forum avant d'être exécutés, c'était pour montrer qu'il ne fallait pas se rebeller et pour dissuader les gens de se rebeller. C'était fait des deux côtés. Il n'y avait pas un camp qui était meilleur que l'autre. Ils se répondaient. Là-dessus, il n'y avait pas de jaloux. Autre exemple, celui de Munda en 45 avant Jésus-Christ. Munda, encore en Espagne. Là, c'est César et Pompée qui s'affrontent lors d'une guerre civile. C'est un épisode qui est un peu mieux peut-être connu, cette guerre civile entre Pompée et César. Et donc, cette bataille de Munda a lieu... la bataille est particulièrement rude et longue.
Et arrive le soir, et les soldats de César donc n'ont aucun moyen de se replier, alors que les soldats de Pompée, eux, se replient dans la ville, à Munda. Et donc, ils se retranchent derrière un camp de fortune qui est fait qui est érigé grâce à des cadavres des ennemis qui sont utilisés, superposés, comme si c'était des mottes de terre, disent les textes anciens. Alors, on peut les lire, hein. Donc, ils entassaient des cadavres à la place des mottes de terre, des boucliers et des javelots en guise de palissade. Et en outre, plantés à la pointe des épées, on avait aligné les têtes des morts, tournées vers la ville. Ainsi, la peur de l'ennemi à voir étaler sous leurs yeux les témoignages de notre vaillance et à se trouver ainsi entourés d'un retranchement. Alors la phrase est coupée. En fait, c'est un des officiers de César qui parle dans la guerre d'Espagne, c'est lui qui écrit. Donc ils étaient armés de tragules et de javelots, ils commencèrent le siège de la place, ainsi entourés d'un retranchement de cadavres ennemis. Donc ils ont fait un mur de protection avec les cadavres des ennemis, et en haut de ce mur, ils ont placé des pics sur lesquels ils ont planté des têtes, et ils ont tourné les têtes vers l'ennemi. Le but, c'était que depuis l'autre camp, depuis la ville, les ennemis voient ces têtes, les reconnaissent, parfois reconnaissent leurs amis ou leurs alliés, et soient démoralisés. Donc le but, c'était encore une fois de provoquer l'abandon des ennemis, c'est-à-dire un ralliement rapide. Et ça résume bien la manière dont les Romains utilisent la violence. Le but, c'est de mettre un terme rapide à une guerre qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, qui est longue, qui est rude, et donc ils essaient par tous les moyens de finir cette guerre, y compris par des moyens non guerriers, non militaires. Enfin, sujet encore plus sensible, les nombreuses mutilations et sévices qui ont été faites à l'encontre des Juifs lors de la guerre des Juifs qui a eu lieu entre 63 et 71 après Jésus-Christ et qui s'est déroulée en Judée, particulièrement à Jérusalem. Les Romains se sont particulièrement livrés à des mutilations contre les Juifs. J'en cite quelques-unes, donc flagellation, fouet, coups de bâton, piétinement par des chevaux ou par la foule, torture, mains et têtes coupées, prisonniers qui sont livrés aux bêtes lors de spectacles pour se faire dévorer, enfants jetés comme des balles de fronde du haut de la citadelle, et surtout un recours massif à la crucifixion, notamment la crucifixion avec exposition des ennemis aux yeux des assiégés en bas des remparts. C'est un peu en fait ce que font là dans le film. C'est pour ça que je dis là la perspective. Alors les barbares y avaient recours aussi, mais la perspective est inversée. Mais les Romains faisaient la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on expose aux yeux des ennemis qui sont dans leur retranchement des mutilations pour qu'ils réagissent, soit qu'ils fassent une sortie imprudente, soit qu'ils se rendent. Donc 14 cas de violence extrême en 7 ans. C'est la plus grosse concentration de cas de violence extrême que j'ai trouvé dans mes sources. Alors c'est une concentration particulièrement extraordinaire, mais qui est sans doute liée à un effet de source. C'est-à-dire qu'on a des récits particulièrement détaillés, ceux de Flavius Joseph, qui nous racontent le détail de cette guerre. Mais bon, toujours est-il qu'on voit là toutes les choses qui ont été mises en place par les Romains pour essayer de démoraliser l'adversaire. Donc oui, on le voit. Donc on peut lire un petit peu, par exemple, Titus ordonna de le crucifier devant le rempart dans l'espoir qu'épouvantés à ce spectacle, les autres fléchiraient. Donc on a bien cette idée de mettre en scène au pied des remparts une crucifixion pour que les ennemis le voient et se rendent. Et donc les légionnaires, poussés par la rage et la haine, s'amusaient à clouer leurs captifs dans des positions variées, et il y en avait tellement qu'on manquait de place pour les croix et de croix pour les corps. Donc on a vraiment des positions diverses et variées, tête en bas, etc., infamantes, particulièrement infamantes pour les Juifs. Alors je vous rassure, il n'y a aucun rapport en fait avec la judaïté des ennemis. En tout cas, c'est pas parce qu'ils sont juifs qu'on a recours à ce genre de choses, ça se fait ailleurs, mais c'est parce qu'en fait la guerre est dure, longue, sans bourbe, qu'il y a beaucoup de pertes chez les Romains, donc les soldats sont épuisés, ils sont irrités, et donc ils se livrent à tous les excès afin de démoraliser l'ennemi et de susciter sa reddition la plus rapide possible. Et en fait, si les Romains ont particulièrement recours à ces crucifixions, c'est parce que les Juifs eux-mêmes avaient recours aux crucifixions
parfois même entre eux, lorsque c'était des châtiments officiels. Donc là encore, les Romains en fait se servent de ce que faisaient les ennemis eux-mêmes pour en fait leur parler dans leur propre langage symbolique, et donc ils comprenaient comment l'ennemi fonctionnait et ils se servaient de leur propre tradition, enfin de leur propre châtiment pour les mettre en scène de leur côté. C'est vraiment une violence spectaculaire qui est faite pour mieux démoraliser l'ennemi ou négocier avec lui. Alors j'en viens à ma conclusion. Est-ce que les combats romains étaient violents ? Oui, assurément. On a des sources qui nous montrent des monceaux de corps qui sont assez réalistes. Mais on a vu que les soldats de Rome avaient mis en place des techniques pour se rassurer mentalement et physiquement et pour prendre le dessus psychologique sur leurs adversaires. Mais est-ce que les soldats de Rome sont particulièrement avides de tuer ? Beaucoup plus que d'autres. Pas en soi. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une raison stratégique dans ces violences. Ce n'était pas de la cruauté pour de la cruauté, il y avait toujours une réflexion. Alors, ça n'excuse rien, mais en tout cas, ça explique pourquoi ils avaient recours à ce genre de choses. Alors, si on ouvre un petit peu le propos, est-ce que les Romains étaient plus violents que nous ? C'est un non-sens de penser comme ça. On ne peut pas faire d'échelle de la violence, tout simplement parce qu'il y avait différentes armes, différentes conditions de combat, différentes conditions de la guerre, différentes manières de penser. Et donc, ça ne fait pas sens de comparer, je ne sais pas, un César qui va tuer des Gaulois avec Hitler qui tue la moitié de l'Europe. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas réfléchir en ces termes, tout comme il ne faut pas utiliser le mot de génocide. Il faut essayer d'expliquer ce que faisaient les Romains et voilà, et d'en brosser un tableau qui se défasse de nos préjugés moraux actuels afin de les étudier d'un point de vue historique. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a un petit temps pour des questions éventuelles après cet exposé à la fois très, très complet et très technique à la fois. J'espère que je n'ai pas trop donné la nausée à trop de personnes. Oui, c'est vrai que la fin de l'intervention était un peu plus difficile que le début. Oui, il y a une question là-haut, j'arrive. J'attends que madame ait fini de boire. Bon. Allez-y, c'est pas grave, je vous écoute. Bonsoir et merci pour votre exposé. J'ai toujours entendu dire que les Romains utilisaient les prisonniers de guerre pour en faire des combattants, enfin des gladiateurs. Vous n'avez pas du tout parlé de ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que... Voilà, merci. Alors, les prisonniers de guerre devenaient des esclaves. Et les gladiateurs étaient des esclaves. Ça ne veut pas dire que tous les prisonniers de guerre devenaient des gladiateurs, mais tous les prisonniers de guerre devenaient des esclaves. Et parmi ces esclaves, notamment les hommes et les mieux aptes à devenir gladiateurs, pouvaient effectivement devenir gladiateurs. Oui, j'arrive. Est-ce qu'il reste des traces du mur d'Adrien ? Oui. Oui, il en reste plein. Vous pouvez aller le visiter. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question qui est un peu marginale par rapport à votre exposé, mais qui est intéressante. Au début du film, on voit très bien que le héros pratique le culte de Mitra, hein, oui. Qui, d'après ce que j'ai lu, est resté assez pérenne pendant très longtemps, dans l'armée en particulier. Oui.
par opposition à la chrétienté qui s'est plutôt développée dans le peuple. Alors ma question est la suivante, vous qui êtes une spécialiste de Rome, est-ce que la décision que prend Constantin de donner son aval au développement de la chrétienté dans l'Empire romain est un calcul démagogique, parce qu'on n'est pas du tout certain qu'il était convaincu de la pertinence de la chrétienté, donc un vrai calcul démagogique et politique, c'est-à-dire en gros de prendre le parti du peuple contre l'armée. Voilà, c'est la question que je voulais... Parce que je l'ai lu autrefois, est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Question difficile et débattue. Pourquoi Constantin a voulu mettre en place la chrétienté? Effectivement, l'armée met très longtemps à être pénétrée par les chrétiens. Mais je ne pense pas que c'est une manière de prendre le parti du peuple contre l'armée. Je ne pense pas du tout que ce soit ainsi qu'il faille voir les choses. En revanche, ce qui est certain, c'est que des cultes tels que celui de Mithra, par exemple, ont permis d'habituer les populations à des cultes orientaux, puisque le christianisme est un culte oriental, notamment plus monothéiste. Alors Mithra est un culte un peu de ce genre. Et donc, ça ne s'exclut pas forcément, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'habituation des gens à d'autres cultes que les cultes romains, qui étaient tout à fait tolérés dans l'Empire romain. Donc, je ne pense pas que ce soit un système d'opposition qu'il faille retenir. Mais vous avez raison, et c'est très bien vu dans le film. Hein. Ce culte de Mithra était très, très répandu parmi les soldats, notamment parce qu'il y avait des grades d'initiation, et donc les soldats étaient particulièrement sensibles à cette idée de grade, puisque eux-mêmes y étaient soumis dans l'armée. Et donc là, c'est assez réaliste, hein, ce qui se passe avec Mithra. Et par exemple, la religion est une des manières aussi de réduire le stress avant le combat. On le voit, Aquila fait des prières à Mithra avant d'engager le combat. Il y avait toujours des sacrifices qui étaient faits, par exemple, ou en tout cas des rituels religieux qui étaient souvent faits avant l'engagement d'une bataille. Alors quand on avait le temps de le faire, hein, là ils réagissent sur le moment. Mais les Romains sont des hommes religieux, enfin des hommes et des femmes, un peuple religieux, et donc ils pensent religion, et donc il faut s'attirer la bienveillance des dieux avant d'engager une bataille. Est-ce qu'il y a d'autres films, en plus de celui que nous montrons aujourd'hui, qui présentent un véritable intérêt historique par rapport à votre sujet? C'est difficile à dire. Non, non je sais pas. C'est vraiment celui-là qui se rapproche le plus. Il y en a d'autres qui sont bien. Bon, il y a évidemment la scène d'introduction de Gladiator. Ouais. Mais c'est pareil, il y a aussi plein. Alors, il y a toujours du bon et du mauvais. Oui, bien sûr. Il y a toujours des choses qui sont bien vues, d'autres moins. C'est compliqué à dire. Finalement, il y a beaucoup de péplums que je connais pas non plus, des années 50-60, qu'il faudrait que je revoie. Là, vraiment, c'est compliqué à répondre. Ouais. Et sur l'aigle de la 9e Légion, d'une manière générale, vous diriez que c'est quand même un des films qui se rapproche le plus d'une forme de respect Il y a des incohérences quand même. Il y a quand même des incohérences que vous avez évoquées pour certaines. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses bien vues. Hein. La fidesse, l'honneur, tout ça c'est bien vu. Je pense que... Puis on va au cinéma aussi pour prendre du plaisir. Oui, pas bien sûr. Non, mais pour les personnes les erreurs historiques. Pour les personnes qui l'ont déjà vu ou qui vont le voir tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir. Non, il y a vraiment des bonnes choses. Il y a vraiment des bonnes choses. Et je dirais pas qu'il y a que des bonnes choses, mais il y a certainement beaucoup. Là, par exemple, les cuirasses, pourquoi pas à cette époque-là, toutes articulées, mais ça devait être beaucoup plus divers que ça. Ouais. Oui, après, il y a une unité esthétique voilà, exactement. à l'image. Ouais. Bien, une dernière question. Oui, alors attendez, je vous passe le micro. Oui, quand ils ont tué l'enfant, est-ce que vous nous expliquez la mort de l'enfant? Alors, Madame nous demande si je peux expliquer la mort de l'enfant. Mais sur quel plan?
En fait, il lui dit, si je me rappelle bien, hein, voilà ce qu'on fait aux traîtres, et il l'égorge parce qu'il les a trahis en ne disant pas qu'ils s'étaient enfuis. Voilà. Donc je pense que c'est pour les démoraliser aussi, SK, juste avant la bataille, puisqu'il s'était lié d'amitié avec le petit garçon, on le voyait avant. Encore une fois, là, je trouve que c'est plus une facilité scénaristique. Comme je le disais, c'est les barbares violents qui égorgent même leurs propres enfants. En fait, c'est assez étonnant parce que dans le film, on a une vision assez quand même... on a une vision plus équilibrée des choses. On n'a pas l'impression que les barbares, entre guillemets, les Calédoniens ou les Pictes, soient si barbares que ça. Tout du long du film, on a l'impression qu'il y a un dialogue qui est possible. Et puis à la fin, on finit par cette bataille finale où justement ils égorgent le petit garçon et puis on tue tout le monde et la victoire romaine est restaurée, la supériorité romaine est restaurée. On retombe un peu, je trouve que la fin, on retombe sur une facilité, alors que la vision avait été jusque-là beaucoup plus nuancée. Ça, c'est mon opinion. Donc je pense que là, le petit garçon sert à ça au niveau scénaristique, à retourner. On revient à des clichés scénaristiques exactement. hollywoodiens. Bien, merci beaucoup Sophie Hulot. Un grand merci.